Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Clotilde et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Donc aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre les fondements mathématiques de l'IA et en quoi c'est important de les avoir en tête pour penser ses usages, ses impacts et sortir un petit peu de l'imaginaire technologique où l'IA serait magique. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à travailler aujourd'hui sur la modélisation mathématique de certains phénomènes vivants? Bonjour Clément et merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de parler des mathématiques de façon générale. Donc, pour commencer, concernant mon parcours, j'ai fait mes études au Cameroun, donc à l'école primaire dans mon village qui s'appelle Babété, qui est situé dans l'ouest du Cameroun. Mon lycée, toujours dans mon village. Et quand je suis arrivée à l'université, j'étais à Douala, la capitale économique du Cameroun. J'ai fait mon master en mathématiques. On disait mathématiques appliquées, mais honnêtement, il n'y avait pas vraiment d'application. C'était mathématiques pures. Et après mon master, donc, j'ai commencé à travailler sur l'hépatite B au départ. C'est vrai qu'en arrivant en master et que j'ai réalisé que je pouvais travailler, comprendre l'évolution des maladies avec les mathématiques, ça m'a vraiment intéressée tout de suite parce qu'au début, je voulais être prof à l'université, mais je ne pensais pas vraiment à la recherche. Donc, quand j'ai terminé mon master au Cameroun, j'ai fait d'abord 2 séjours de recherche en France. Ces séjours, c'est souvent financé entièrement. C'est aussi l'occasion de voir est-ce qu'on veut vraiment faire la recherche ou pas. Donc, j'ai fait 2 séjours à Nice et après ces 2 séjours, j'ai donc décidé de faire un doctorat. C'est en 2019 que j'ai commencé fin 2019, j'ai commencé donc un doctorat à l'université Côte d'Azur et j'ai terminé mon doctorat en 2023 et après ça, j'ai travaillé en tant qu'attachée de recherche et d'enseignement avant d'atterrir au Canada. Donc, ce que je peux dire, arriver à travailler sur le vivant, je ne pense pas que j'ai vraiment pensé dès le départ que c'est quelque chose que je voulais faire. Mais par contre, quand j'avançais et qu'on me disait: «Mais oui, mais tiens, les maths, ça peut faire ça», je me suis dit: «Ah, c'est peut-être l'occasion de mieux comprendre à quoi ça sert les mathématiques» et je pense que j'ai plutôt eu des mentors super ou des profs qui étaient vraiment, en mode il y a pas mal de choses à explorer comme mon encadreur de master, le prof Samuel Boron à l'université de Douala et justement en continuant avec mes superviseurs, Suzanne Touzeau, Frédéric Grogna à l'université Côte d'Azur et d'ailleurs là où je suis également en train de faire, mon postdoc aujourd'hui avec Julien Arinaud et c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré avant, donc je pense que les gens qui étaient avant, ça m'a beaucoup inspirée. Connaître les gens qui travaillaient dans le sujet, avoir leur vision, ça m'a beaucoup orientée vers là, en fait. Et je sais que tu as une chaîne YouTube où tu fais de la vulgarisation, où justement tu essaies d'expliquer certains concepts mathématiques. Est-ce que tu pourrais poser un petit peu quelques définitions parce que quand on s'intéresse un petit peu au machine learning, à l'IA, on parle d'algèbre linéaire, de probabilité, de statistiques, de calcul différentiel, de poser un petit peu les définitions des grands concepts qui te semblent importants et peut-être expliquer à travers des exemples. Je sais que tu aimes bien utiliser des exemples concrets pour comment ces fondements mathématiques, ils sont utilisés dans des technologies de tous les jours, tu vois? Je sais que tu as fait des contenus sur, la compression d'images, sur, la viralité des contenus, sur les modèles de risque. Donc voilà un petit peu les fondements importants en mathématiques et quelques exemples pour qu'on puisse, comprendre, sachant qu'on n'est pas tous, docteurs en mathématiques, tu vois? Alors, j'ai souvent l'habitude ou cette tendance de dire que: «Est-ce qu'il y a quelque chose en mathématiques qui est négligeable?» Je ne pense pas. Mais bon, on peut choisir quelques exemples parce que je pense que tout en mathématiques est super important. Si je vais commencer par l'algèbre linéaire, je dirais en fait, c'est tout simplement une partie des mathématiques qui va manipuler les vecteurs. Les vecteurs qu'on utilise pour décrire un texte, commençons par un exemple simple en disant que si on est dans ChatGPT par exemple et qu'on envoie un texte, un prompt comme on va l'utiliser aujourd'hui et le dit, ah bah, l'outil ou le large language model ou tout ce qu'on peut dire ne comprend pas de texte. Et alors, pour arriver à comprendre le texte, il faut transformer le texte sous forme d'un vecteur. Un vecteur ou une forme de matrice
parce que l'algèbre linéaire manipule les vecteurs, les matrices et fait tous ces outils de résolution des systèmes d'équations qu'on voyait déjà à partir de la troisième. Mais lorsqu'on va envoyer dans le texte à ChatGPT, il va d'abord transformer le texte pour retrouver tout simplement un vecteur de valeur, et où on va penser directement aux manipulations des vecteurs qu'on voit en algèbre linéaire. On pourra continuer beaucoup plus loin dans d'autres domaines. Par exemple, si on veut comparer des textes dans le NLP, on va de la même façon transformer à chaque moment un texte sous la forme de vecteurs. Donc, on va se ramener à chaque moment sous la forme d'un vecteur qui contient des nombres. Parce que là, il faut bien ou des chiffres, ou tout ce qu'on peut vraiment rappeler. C'est très important de dire on ne peut pas être des vecteurs de mots. Il n'y a pas de possibilité de penser que l'IA à l'intérieur va manipuler les vecteurs de mots. Donc ça, c'est le premier point. Mais si on avance un peu, pensons à la compression d'images. Je me dis, est-ce que les gens dans la vie de tous les jours se posent la question pourquoi l'image est compressée? Non, parce que déjà, les gens ne savent parfois pas que l'image est compressée. Lorsqu'on envoie une image, par exemple, par WhatsApp ou lorsqu'on poste sur Facebook et tout le reste, chaque plateforme doit s'assurer de réduire au maximum la taille de l'image. Parce que sans la réduction, il n'y a aucun moyen d'avoir des serveurs et d'avoir quoi que ce soit qui arrive à contenir autant d'images que nous partageons chaque jour. De la même façon, lorsqu'on met des photos sur Google Photos, par exemple, ou Apple Photos, tout ce qu'on veut, on a la taille en vous disant, vous voulez conserver la taille normale de l'image, vous voulez compresser. Bon, on dit on compresse pour que ça prend moins d'espace et tout. Maintenant, ce qui se passe avec la compression, une fois de plus, la machine ne comprend pas la photo. Lorsqu'on envoie la photo, lui, il voit les pixels d'image, il voit des valeurs des pixels. OK, on a une image, l'image peut se discrétiser ou l'image peut être vue comme des pixels, et dans la matrice de pixels, quand la machine va recevoir ça. Dans la compression, on va voir la décomposition de cette matrice sous la forme de deux vecteurs, sous la forme de trois matrices, on va dire comme ça, deux matrices qui sont orthogonales, et à l'intérieur, on va voir la matrice tout simplement qui est la matrice constituée des valeurs singulières. Bon, si on commence à dire valeur singulière, quelqu'un va dire, bon, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va continuer en disant valeur propre. Oh non, moi, je n'ai pas faire les valeurs propres, ce truc lointain de la fac. Bon, une fois de plus, on pourra toujours voir que tout ce qu'on a fait finalement dans l'analyse des matrices qu'on faisait, calculer les valeurs propres, les vecteurs propres et tout, c'était dans le processus de manipuler une matrice. Et donc, dans ce cas, la décomposition qu'on va avoir de la matrice, on sera à mesure donc de choisir des valeurs négligeables, ou parce que la matrice de pixels qu'on a trouvée venant de l'image a tout simplement des valeurs négligeables. Et alors, ce n'est qu'à partir de cette décomposition qu'on peut trouver les valeurs négligeables. On ne peut pas juste décider sur la photo de dire « Oh, je prends le pixel d'en bas, je décide de l'enlever pour réduire la taille de l'image. » Non, parce que qu'est-ce qui vous garantit qu'à la fin, vous allez avoir l'image qui correspond à ce que vous avez au départ? Et alors, justement, cette décomposition en valeurs singulières va aider tout simplement à réduire de façon efficace en réduisant les informations sans dégrader ou sans perdre l'information initiale qu'on veut toujours remarquer la personne d'ailleurs, parce que si vous réduisez la photo dans Google Photos, après vous ne vous reconnaissez plus, il n'y a aucun moyen de tout simplement. Donc voilà autant d'exemples qu'on peut avoir sur l'algèbre linéaire, mais si on passe un peu plus à la probabilité, on pourrait penser tout de suite, OK, lorsque vous envoyez une fois de plus le prompt à ChatGPT, par exemple, le mot que vous envoyez, si je dis jaguar sur la route, ce n'est pas jaguar qui se retrouve dans un zoo, par exemple. Il faut absolument qu'il arrive à trouver le contexte par rapport à chaque mot, mais il faut justement que dans la phrase que vous avez envoyée, il arrive à dire quelle est la probabilité que ce mot soit dans le contexte de zoo, par exemple, contrairement au contexte tout simplement d'une voiture qui se retrouve sur la route. Donc, on a besoin de probabilité à chaque moment pour pouvoir situer ou arriver à trouver quelle est la probabilité que ce mot-là soit dans le contexte choisi. Bon, dit comme ça semble être l'exemple simple de dire pour les probabilités, mais probabilités associées aux statistiques, avec tout ce qu'on va mettre dans le processus, ça fait pas mal de choses. Si je vais passer quand même au dernier point qui m'intéresse le plus, le calcul différentiel, tout est dynamique. Tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on a envie de comprendre évolue au cours du temps. L'exemple simple pour tout le monde, c'est la vitesse égale distance divisée par le temps. Lorsqu'on dit ça au niveau du CM1, on le sait déjà, ce n'est pas nouveau. Mais si on avance un tout petit peu en disant
Mais oui, la voiture parcourt 60 kilomètres par heure. Ça veut dire qu'on a regardé la distance qu'il a parcourue divisée par le temps. Mais qu'est-ce qui se passe si on me demande de trouver la vitesse instantanée de la voiture? Je commence par rapprocher le temps qu'on divise. Donc, si je fais tendre le temps qui est au dénominateur à 0, là, on dira à la limite. Pourquoi on a fait la limite? La limite, ça répond à cette question-là. Donc, si je fais tendre ce t-là vers 0, je trouve dans la vitesse instantanée qui n'est autre chose que la dérivée. La dérivée, on a besoin d'étudier. La viralité d'une vidéo, elle se comporte au cours du temps. Alors, je regarde quelle est la variation au cours du temps. Les types de modèles que je fais en épidémiologie, par exemple, qui permettent de regarder la propagation d'une maladie, même pour étudier la viralité de la vidéo, on peut donc regarder la vitesse d'accroissement, par exemple, le nombre de partages et les gens qui reçoivent la vidéo et partagent, ou les gens qui reçoivent et ne partagent pas, à partir de là, constituer une sorte de système d'équation dynamique ou système d'équation différentielle, qu'on pourrait tout simplement dire, ah, si la dérivée est positive, parce qu'on avait fait ça aussi. La dérivée positive, ça signifie que la fonction croît. Donc, si la dérivée est positive, on pourra donc trouver la condition dans laquelle la vidéo devient virale, ce qui va signifier que le nombre de personnes, par exemple, qui partagent augmente au cours du temps. Et si la dérivée est négative, ce qui pourra donner ce seuil de dire, ah, bon, si la dérivée est négative, on décroît. Le nombre de personnes qui partagent décroît au cours du temps. Si ça décroît, il n'y a pas de chance que la vidéo, par exemple, devienne virale si le critère de viralité était associé à tout simplement le nombre de partages. Mais bon, voilà, je ne pourrais pas m'arrêter si je décide pas de m'arrêter parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais voilà comment on peut situer toutes ces définitions un peu d'algèbre, probabilité, calcul différentiel et Ce que je comprends en t'écoutant, c'est que globalement, il y a quand même des maths un peu partout dans les outils qui sont utilisés. Pour autant, tu vois, dans les débats autour de l'intelligence artificielle, et notamment dans les débats grand public, on entend parler de plein de choses, mais assez peu de cette question des mathématiques. Et donc, il y a une certaine, un manque, alors à part des gens qui font des doctorats comme toi, des chercheurs ou dans les labos ou des ingénieurs, il y a un manque de compréhension du fonctionnement de cette techno-là. De ton point de vue, tu vois, qu'est-ce que ça dit aussi de notre rapport à l'IA et plus globalement de notre rapport à la technologie où on en parle beaucoup sans forcément comprendre les fondements techniques, technologiques? ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Je vais prendre un exemple. Là, je suis assise dans ma chambre. Je ne suis pas sûre depuis que je vis dans cette maison, il y a un moment où j'ai commencé à penser ce qu'il y a dans la fondation, comment elle a été conçue. Lorsqu'on voit une voiture, le premier réflexe, c'est waouh, elle est belle. On ne se dit pas, le concepteur, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens qui ont modélisé la voiture au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'humain, de façon générale, est dans la fascination de ce qu'il voit et non de la conception de base. Lorsqu'on voit la maison, comme j'ai dit au départ, lorsque quelqu'un est en train de marcher, il voit des maisons, il voit la belle maison. Il ne se dit pas, waouh, la belle fondation et tout. Non, parce qu'il ne voit pas la fondation. Il voit la voiture et tout ce qu'il va voir. On est dans cette fascination parce que notre fascination, c'est par rapport à ce qui est beau, ce qui ressort de là. On ne se pose pas la question sur la fondation exactement de l'IA parce que beaucoup de gens sont dans l'utilisation. Le souci avec ça, c'est le fait que son manque de compréhension de pas mal d'outils, on s'affole dans l'idée de dire ça c'est bien, ça c'est mal, sans forcément le savoir. On peut très vite aussi entrer dans les systèmes de complot parce que comme il y a très peu finalement d'experts qui vont finir par comprendre que il faut des outils, on doit discuter des outils, ou on doit mettre sur table des outils, c'est ces gens-là qui vont discuter des outils, des mathématiques qui sont dans les IA, pendant que d'autres personnes resteront toujours à la surface parce qu'ils sont dans la fascination, ils sont dans l'utilisation de l'outil, ils ne sont pas dans la conception de l'outil. Donc, c'est tout à fait normal pour moi de voir les gens choisir des débats comme ça. Et une fois de plus, si on est encore dans le côté la facilité, on n'a pas envie de se casser la tête si on peut juste partir sur le côté simple. Prenons un exemple. Je vois beaucoup de jeunes, par exemple, ou beaucoup de personnes qui disent, bon, aujourd'hui, pour faire la data science ou pour faire ceci, vous n'avez pas besoin de comprendre les mathématiques. Ce que je comprends totalement et je ne vais pas discuter. La question, c'est si on prend 15, 20 personnes, on sera capable de voir combien de personnes qui sont vraiment capables de faire avancer la data science. Je ne parle pas juste d'utiliser Python et de coder, parce que finalement, pour que la science
science avance, il faut des gens qui vont développer des outils. Et donc, on va avoir très peu de personnes qui vont développer le côté recherche, le côté outils. D'ailleurs, même, on pourra même prendre 20 personnes et toujours parmi les 20 personnes, combien ont pu mettre en place un nouveau package Python, par exemple, pour analyser des données? Beaucoup de gens sont dans l'utilisation. Et bon, après, c'est un peu comme le monde, hein, les riches, beaucoup de gens sont riches parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne et beaucoup de gens ne s'intéressent pas forcément et se concentrent sur l'utilisation. Je pense que pour moi, c'est un peu ça. J'aimais bien l'exemple que tu donnais avec, enfin la comparaison avec la voiture ou la maison. Là où je me dis que c'est plus, entre guillemets, «important» de comprendre, alors c'est peut-être important de comprendre comment on fabrique une maison, mais c'est que, tu vois, typiquement quand on parle, d'intelligence artificielle aujourd'hui, et notamment avec l'IA générative, on nous vend, enfin il y a beaucoup de gens qui vendent l'IA générative comme, révolutionnaire, comme le fait que ça va tout changer, que demain on aura peut-être une IA générale qui pourra tous nous remplacer, voire, tu vois, résoudre le changement climatique comme disait l'ex-patron de Google. Et ce qui est problématique dans le fait de pas comprendre comment ça fonctionne, c'est que tu parlais de la fascination, c'est qu'en fait, on n'est pas capable alors de se dire: «Est-ce que ça a du sens ou pas?» Est-ce que alors pas forcément d'être capable d'aller dans le fond du truc pour se dire: «Non, il a raison» ou «Non, oui, il a tort», mais au moins d'avoir un peu de sens critique et de se dire: «OK, là, quand il me raconte ça, bon, est-ce que c'est juste du côté business ou est-ce qu'il y a un fondement, technologique, mathématique derrière?» Tu vois? Donc c'est pour ça que pour moi je pense qu'il y a un côté quand même important de comprendre. Tu vois, par rapport à ça, je te parlais des GI. Tu vois, pour toi, c'est quoi les mythes les plus répandus quand on parle, d'IA? Tu vois, de ton point de vue de chercheuse en mathématiques et tu vois, sur, la partie AGI, d'un point de vue mathématique, est-ce que ça a un sens de se poser ce genre de questions, de se dire: «Dans 3 ans, on aura une AGI qui va tous nous remplacer» et est-ce que c'est pas une façon de nous distraire des vrais enjeux, tu vois, écologiques, sur l'impact de l'IA générative et sociaux, avec les travailleurs du clic, il y a quand même des vrais enjeux aujourd'hui, là, maintenant, sans attendre 5-10 ans? Alors, j'ai souvent l'habitude de dire que la distraction n'est possible que si les gens veulent accepter de se faire distraire. Et quand je fais les lives souvent, sur TikTok par exemple, ou même quand je poste encore des vidéos, il y a les gens qui disent: «Oui, mais de toutes les façons, l'IA va nous remplacer» et les gens comme toi, par exemple, prof de maths, on n'aura plus du tout besoin des gens comme toi d'ici 3 ans et tout le reste. Non, ça me fait penser, est-ce que c'est aujourd'hui vraiment que la question de remplacement de l'humain existe? Non, pas du tout. Je pense que la différence aujourd'hui, c'est qu'on a un outil, on a des outils, disons, hein, quelqu'un peut installer ChatGPT sur son téléphone et poser une question et avoir la réponse. La meilleure fascination qu'on a dans la façon générale, c'est toujours ce qui concerne les textes, la rédaction ou tout ce qu'on va dire. Mais une fois de plus, cette fascination, c'est parce que la personne ne se dit pas l'IA devient intéressant ou devient compétent parce qu'il a reçu plus de données, parce qu'on a amélioré son modèle. Ce n'est pas parce que ça a commencé à raisonner de plus en plus tout seul, sans avoir plus d'informations et tout le reste. Malgré les améliorations qu'on va mettre en place, on aura toujours besoin de quelqu'un qui va revenir à chaque moment faire beaucoup plus de choses pour que l'IA arrive à fonctionner correctement. Et je dis une fois de plus, si la personne est dans la position de je l'utilise, il ne peut pas se poser la question sur les outils. Il ne peut pas se poser la question sur comment ça fonctionne parce que pour lui, il l'utilise. Mais aujourd'hui, ChatGPT, qui est tellement au centre pour beaucoup de personnes, si on regarde le nombre de chercheurs qui sont dans les locaux d'OpenAI, qui doivent travailler sur des modèles et le niveau de ces chercheurs-là, pour qu'on arrive à avoir des outils qu'on a aujourd'hui, c'est une preuve qu'on va avoir encore plus de soucis. Maintenant, on met tellement de données et on veut construire un modèle qui répond de plus en plus aux besoins des gens. Ça veut dire qu'il faut encore plus de données. Mais le souci, c'est que ces données sont stockées quelque part. Ils sont énergivores, on a besoin de plus d'endroits pour stocker et alors on ne va plus être dans le futur à se poser la question, est-ce qu'il nous faut plus de données ou pas? Non, il faut des modèles plus intéressants qui utiliseront moins de données pour être plus compétents. Mais pour ça, il faut qui? Il faut des chercheurs.
Il faut des gens qui ont de la connaissance. Alors, quelqu'un qui se met dans la posture, on n'aura plus besoin, c'est parce que lui, il n'est pas dans la posture de la personne qui va apporter la solution. Lui, il pense qu'il est exclu des gens qui peuvent faire avancer. Il est dans l'utilisation. Maintenant, est-ce que ça va distraire les gens? Oui, c'est la meilleure façon de distraire quelqu'un de dire, si sur 10 personnes, on est capable de convaincre 9 personnes que l'utilisation va changer, au final, on n'aura qu'une personne qui va avoir la connaissance de la chose. Et qui dit la seule personne qui a la connaissance de la chose dit que la personne peut choisir de faire fonctionner la chose comme elle veut, comme elle a envie de tourner le monde, et pourra donc tout simplement retourner les choses dans le futur en sa faveur si elle veut. Personnellement, je ne m'inquiète pas. En tout cas, pour moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas parce que je pense que je ne suis pas dans la position uniquement de l'utilisation. Que ce soit dans ma direction de recherche que je fais, que ce soit même dans le côté de la vulgarisation que je mets en place, je ne me considère pas dans la position uniquement de l'utilisation, dont je ne m'inquiète pas sur l'évolution qu'on va avoir aujourd'hui. Maintenant, tous les problèmes, justement, comme je dis, vont être liés au changement climatique et tout, c'est parce qu'on va, au lieu où tout simplement on le voit, ce qui s'est passé avec DeepSeek, on commence à paniquer tout de suite, qu'on voit qu'on a la possibilité de mettre d'autres choses et qui utilisent moins peut-être de données ou qui vont prendre moins de temps. On voit la fascination, encore une fois de plus, des gens toujours, oh, DeepSeek est venu défier ChatGPT. Il y a très peu de personnes qui peuvent être capables ou qui vont être capables d'expliquer pourquoi, dans leur façon, à part le texte qu'ils ont recopié sur Internet pour dire ça dépasse ici, ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils estiment que un large language model dépasse l'autre, parce qu'une fois de plus, ils sont dans l'utilisation et ils ne sont pas dans les outils qui sont créés derrière chaque modèle ou quelque chose dans ce sens. Donc, je dirais plutôt qu'un chercheur qui va être... Mais par contre, il y a quand même un point intéressant à signaler. On travaillera différemment. On va continuer de travailler différemment avec le temps. Le temps qu'on prenait avant, par exemple, pour rédiger un article scientifique, prenons des écoles qui ont supprimé complètement le mémoire, ça, c'est complètement supprimé. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à une IA générale? Euh, je pense qu'on est encore loin quand même de l'idée de juste dire écris le texte, ce n'est pas ce qui rythme la vie de l'humain. Parce qu'on est encore juste au niveau de tout ce qui concerne connaissance, formuler ceci et tout. On n'est pas du tout au niveau de toutes les habitudes mélangées. Dans l'IA générale, je doute un peu parce que j'ai l'habitude de dire l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. C'est juste tout ce qu'on y met dedans, toutes ces données, toute cette probabilité. Tout. Il suffit même encore tout simplement de dire bien que les modèles ont évolué aujourd'hui, si on peut voir tester et dire, il y a encore juste un an, on pouvait facilement juste dire ce que tu dis est faux à ChatGPT pour qu'il accepte que ce qu'on dit ou ce que nous on dit, c'est vrai. Même si on avait totalement faux, une preuve selon laquelle il n'est pas devenu plus intelligent. Il a eu plus d'informations. Il a plus accès aux autres sites qui existaient déjà. Il a plus accès aux informations que les humains avaient déjà pris le temps de construire sur les sites Internet qui existent en fait. Donc, voilà un peu comment je peux faire. C'est pour moi, il n'y a pas de réponse directe dans cette partie. Il y a plus de choses, plus de réflexion là-dedans par rapport à cette question d'IA générale et tout. Mais je pense que l'ignorance ou je dirais comme ça, être moins ignorant par rapport aux outils, ça nous évitera de faire des conclusions sur des choses ou ça nous évitera d'être dans la position de fascination sans vraiment se dire ou sans se poser des réelles questions derrière. Tu en as parlé en introduction, mais donc tu disais que toi aujourd'hui, tu fais un post-doc. Alors j'ai regardé, tu travailles sur, tu me diras si je me trompe, mais donc sur la modélisation de la transition de pathogènes dans des espèces de poissons arctiques. Donc c'est un sujet hyper technique et en même temps, je pense qu'il y a des applications intéressantes, notamment dans un contexte de changement climatique. Est-ce que toi, tu pourrais expliquer, alors si possible dans des termes compréhensibles par quelqu'un comme moi qui n'est pas un doctorant en mathématiques, sur comment ça marche, la construction de ces modèles et surtout qu'est-ce que ça permet d'apprendre parce que vu de ma fenêtre, tu vois, on voit souvent les maths comme quelque chose qui dans un laboratoire qui permet de faire de la recherche fondamentale et peut-être moins les applications concrètes de ce que ça permet de faire et donc prendre ton exemple à toi à la fois sur l'aspect modélisation mais aussi concrètement à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet de gagner en termes d'information, de compréhension. Bon, je vais essayer d'être un peu plus court parce que je parle beaucoup trop longtemps. Donc, si je vais aller un peu directement, je dirais que
mon sujet, lorsqu'on a commencé, je travaille en biomathématiques. Biomathématiques, ça veut dire l'utilisation des mathématiques pour comprendre la biologie et utiliser l'informatique tout simplement pour prédire dans le cas où il y a besoin, par exemple, de prédire quelque chose. Donc, dans mon sujet de postdoc, avec le changement climatique, le mode de vie des poissons qui se trouvent dans le fleuve Mackenzie, qui est le plus long fleuve ici au Canada, qui traverse le Canada, le mode de vie des poissons ont changé. Et parmi ces poissons, il y a des espèces qu'on peut dire qui ont une vie, ou on va dire qui sont un peu en voie de disparition, ou qui ont moins de difficultés à se multiplier comparé à certaines espèces de saumon. Cependant, les espèces de saumon qui se trouvent dans le fleuve Mackenzie ont un mode de vie ils naissent dans le fleuve, ils vont dans l'océan, ils vivent dans l'océan et ils reviennent dans le fleuve pour se reproduire et mourir dans le fleuve. Maintenant, comme le changement climatique est là, ça veut dire que les endroits, par exemple, les poissons qui étaient les résidents ou des isolés dans le fleuve, ça veut dire qu'ils ont des endroits où ils vivent dedans et qu'ils ne peuvent pas changer, se mobilisent ou changent de mode de vie dans l'eau maintenant. Comme les poissons les saumons, pardon, qui vont dans les océans, et bien, on va dire que ce sont les anadromos, ce sont des gens donc, qui ont des modes de vie tels que j'ai expliqué. Quand ils reviennent dans l'eau, ils peuvent infecter donc les poissons qui se trouvent dans l'eau qu'on a envie tout simplement de protéger. Dans mon travail, il est question de dire, calculer par exemple la probabilité avec laquelle ces poissons qui vont dans l'océan, qu'ils reviennent dans l'eau, quelle est la probabilité déjà qu'ils ramènent la maladie et quelle est la probabilité tout simplement que cette maladie s'établit. Parce que le fait que ça ramène la maladie, ça ne signifie pas que la maladie va s'établir. Maintenant, dans les types de modèles qu'on utilise, j'utilise énormément ce qu'on appelle les modèles SIR. Ce sont des modèles où on considère les susceptibles, les infectés et les guéris de façon simple pour le structurer. Mais bon, évidemment, si on regarde l'un des papiers qu'on a publié derrière moi, on pourra voir que ce sont des modèles où on a P variable et tout. Donc, c'est une façon simple de le dire comme ça. Et donc, dans ce modèle, on va tout simplement se poser la question, on a différentes espèces de poissons, on va voir comment la maladie peut passer d'une espèce à l'autre. Dans ce type de modèle, on a le taux de contact des poissons quand ils se rencontrent. Maintenant, quand ils se rencontrent, on va tout simplement donc prendre en compte, par exemple, la température ou le nombre de rencontres qu'on peut avoir. Mais de l'autre côté, étant donné que le changement climatique augmente justement les catégories des modes de vie, comme on va dire, les espèces isolées et tout le reste. Dans ce type de modèle qu'on constitue, on va tout simplement isoler ces différentes catégories-là en tenant en compte justement le changement climatique parfois par le fait que certains qui ont tel type de mode de vie vont avoir certains types de vulnérabilité par rapport à cela et d'autres qui ne vivent plus, par exemple, dans l'environnement initial de départ, vont tout simplement être beaucoup plus sensibles à des maladies ou pas. Mais maintenant, par contre, coupler ce modèle avec le climat de façon générale, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas juste le fait de dire la température du lot, prendre les températures qu'on a mesurées de janvier à février ou de janvier en décembre. Coupler dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup plus complexe. Mais comme on le dit, la recherche ou le modèle, il n'y a jamais un modèle qui répond à toutes les questions. On fait progressivement chaque modèle pour essayer de ressortir les informations à chaque moment. Donc voilà un peu ce qu'on veut faire. Maintenant, donc, pour le moment, tout le travail qu'on s'est concentré, c'est d'abord déjà juste voir l'installation des maladies. La suite va donc de dire comment contrôler ces maladies-là, comment réduire l'apparition de ces maladies. Mais on est encore justement sur la phase de compréhension de l'introduction des maladies. Pour continuer sur cette question-là, enfin, l'utilisation de modèles mathématiques pour essayer de modéliser le climat, tu vois, c'est pas nouveau. Avec le Club de Rome, par exemple, on avait déjà eu des modèles mathématiques qui essayaient de se projeter sur l'impact de l'homme sur l'environnement en essayant de tracer des trajectoires. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que ça s'était plutôt vérifié les prédictions qu'ils avaient fait. Comment, justement, on fait pour essayer d'utiliser les mathématiques pour prédire des choses aussi complexes qu'un écosystème ou le climat, le changement climatique. Et peut-être, c'est quoi les limites de cette approche-là et à l'inverse, peut-être, en quoi c'est utile? Comme j'ai l'habitude de dire, tout est mathématique. Si la nature elle-même est déjà mathématique, ça veut dire qu'on peut approximer chaque phénomène en utilisant les mathématiques. Comment on arrive à expliquer des ensembles ou des systèmes aussi complexes avec des mathématiques? En faisant des simplifications. Il n'y a aucune possibilité de prendre tout le phénomène
et de tout simplement formuler un modèle mathématique. On fait des hypothèses. La seule chose qu'on essaie de dire, est-ce que les hypothèses qu'on a mis en place c'est réaliste? Commençons par, si on veut comprendre l'évolution des maladies, par exemple, dans le fleuve, comme j'ai considéré dès le départ, on peut partir d'un modèle assez simpliste en disant que tout est homogène, par exemple, dans le fleuve. Parce que si on regarde de façon générale, ce n'est pas vrai. Donc, après, on te dit, OK, ça c'était une hypothèse. Qu'est-ce qu'on avance? On change d'hypothèse, on améliore des hypothèses pour être aussi proche de la réalité que possible. Dans le cas justement des modèles de climat, on fait de la même façon les hypothèses. Quand on fait ces hypothèses, on va tout simplement essayer donc de prédire et de faire plusieurs scénarios. D'ailleurs, même si on regarde pour ce qu'il y a pour l'augmentation de la température ou le changement climatique, si vous partez sur chaque site internet, vous allez voir qu'on fait des simulations des issues possibles. On fait plusieurs issues parce qu'on peut partir justement de plusieurs hypothèses en disant et si on retire ceci, et si on rajoute ceci. Donc, dans mon cas d'étude, par exemple, on parle du principe d'ailleurs que l'eau est homogène, pardon, que tout dans le fleuve est homogène, par exemple. Après, on passe à l'étape d'après en disant, on regarde la position de poissons dans l'eau. Donc, on va prendre l'espace, par exemple, en compte. Après, on va rajouter les températures. Après, on va monter progressivement pour avoir des modèles qui sont plus proches de la réalité. La seule différence qu'on a en mathématiques, c'est que plus le modèle est complexe, moins on a les outils mathématiques pour l'analyser. Quand le modèle est simple, on a des théories qui sont déjà développées, qu'on va juste utiliser, par exemple, dire que les solutions existent, pouvoir calculer des solutions ou pouvoir montrer le comportement des solutions de façon théorique et de façon générale au cours du temps. Mais lorsqu'on rend des modèles beaucoup plus complexes, on ne peut pas faire de comportement analytique, c'est-à-dire dit de façon générale et pour toutes les valeurs des paramètres, ça fonctionnera comme ça. On est obligé de faire du numérique. Alors, dans le cas du numérique, le fait de tout simplement regarder les scénarios, c'est parce que nos modèles numériques ont des erreurs. On essaie de réduire l'erreur sur le modèle numérique qu'on a fait ou l'approximation, je dirais comme ça, de la solution qu'on a fait, mais on sait qu'il y a des erreurs là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est si important ces modèles aujourd'hui? C'est parce que, comme je dis souvent, les mesures qu'on prend aujourd'hui pour le changement climatique, si on n'avait pas faire ces modèles, si on n'avait même pas l'information sur ce changement, si on ne pouvait pas être capable de prédire ce comportement au cours du temps, il n'y a aucun moyen de prévenir en fait. C'est comme si on reprend un peu le cas de la pandémie pour tout simplement compléter ça, en fait, on n'avait aucun moyen de dire il faut faire le confinement si on n'était pas dans la position où on a tout simplement regardé le taux de contamination. Alors, le taux de contamination, quelqu'un pourra le dire, oui, sur les statistiques, on va faire ça. Oui, c'est bien sur les statistiques, on peut regarder ça. Sauf qu'avec les statistiques, on est obligé d'attendre que les gens s'infectent pour connaître à quel point on peut infecter quelqu'un. Avec les biomathématiques, par exemple, ou avec tout simplement les outils en épidémiologie de façon générale, on est capable d'estimer le nombre de personnes que quelqu'un peut infecter tout simplement en partant d'un échantillon beaucoup plus petit et de prédire, et ce qui aidait justement dans la période de la pandémie, de faire le confinement parce qu'on calcule en fait un taux essentiel en mathématiques ou en épidémiologie mathématique qui s'appelle le taux de reproduction de base. C'est justement les nouvelles infections qu'un infecté peut créer dans la population. Et quand ce taux-là est supérieur à 1, on sait qu'on va droit dans le mur dans une épidémie et alors il faut prendre des mesures. Et quand le taux est inférieur à 1, on sait que même si on a toujours les cas, par exemple, de COVID qui sont présents maintenant, on n'est plus dans la situation où la maladie va prendre une ampleur, par exemple. Donc, les modèles sont super importants dans le sens où ça aide à comprendre, ça aide aussi à prédire, mais ça aide du coup à prendre des décisions pour anticiper, surtout dans le cas du changement climatique, et de dire, il y a ceci. Maintenant, le souci des gens qui ne comprennent pas le modèle, c'est il faut comprendre le modèle, pourquoi ce qu'on dit. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable d'exprimer ou de pouvoir compléter un modèle, de pouvoir dire que le modèle me dit ça, pour moi, je pourrais voir que tout ce qu'on dit est faux. Parce que je suis sceptique aux résultats donnés par la personne. Et si je suis sceptique, je peux facilement dire c'est un complot. C'est sa façon à lui de me dire oh oui, il veut m'effrayer et tout le reste. C'est beaucoup plus facile d'éviter tout ce qu'il y a autour, de refuser qu'il y a un changement qui se met en place parce que je n'ai pas d'informations ni d'outils tout simplement pour savoir qu'il va y avoir un fait de changement. Une question par rapport à ça, justement, tu prenais l'exemple du Covid.
où en effet, il y a eu pas mal de modélisation mathématique, de chiffres qui ont été partagés, pour expliquer, les tendances, pour expliquer les actions qui avaient été prises sur le confinement, sur plein d'autres choses. Justement, ça permettait de justifier et comme tu dis, alors, il y a plein de gens qui disaient que c'était faux, il y a plein de gens qui disaient qu'il fallait faire différemment. Enfin, c'est ce qui est normal, j'imagine, de pas être d'accord forcément sur les mesures à prendre. Mais le point que tu soulignes, je pense qu'il est hyper important, c'est qu'en fait, sur les modèles mathématiques et les prévisions qui sont faites, en fait, typiquement moi, si je vais aller regarder, je suis pas capable de savoir si c'est vrai ou pas, ce qui est montré parce que je suis pas capable de comprendre comment ça a été fait, comment ça fonctionne. Alors, tu peux, mettre à disposition en open source les données, tu peux permettre aux gens de refaire le travail et donc de vérifier, mais encore faut-il avoir cette compétence technique de refaire le travail qui a été fait et on peut pas tous devenir, des, mathématiciens, et tu vois, comment on peut, sensibiliser, former, donner au moins des clés de compréhension, d'esprit critique pour être capable de regarder ces trucs-là et de pas tomber dans ce que tu décris du complot facile, de dire: «En fait, on nous ment» et En fait, je pense que une volonté personnelle, parce que j'ai j'ai l'habitude de dire bon, à la maison, quand tu as un enfant et tu dis: «Tu vas apprendre ça», même quand il n'est pas totalement d'accord, tu vas quand même l'asseoir et il dit qu'il va apprendre. Ça veut dire que, d'une part, il peut s'asseoir et ne jamais comprendre, mais il y a souvent plus de chances qu'il arrive finalement à quand même s'intéresser, même si ce n'est pas ce qu'il va faire après. Pour une grande personne, c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à sensibiliser des personnes qui ont atteint un certain niveau dans leur carrière, par exemple, tant qu'elles n'ont pas la volonté. Mais je vais prendre l'exemple qui est la preuve que les gens doivent accepter pour tout simplement éviter d'être bloqués, parce que c'est beaucoup de blocage. Il y a beaucoup de personnes que même au niveau des taux d'intérêt on a au niveau de la banque, ils ne comprennent pas. Si on voit les endettements que les gens ont aujourd'hui, par exemple, les situations de finances très, très compliquées où les gens se retrouvent dedans, c'est encore une preuve selon laquelle on refuse catégoriquement de comprendre. Lorsqu'on va à la banque et notre banquier nous dit le taux d'intérêt, c'est ça. Bon, on a dit, ah, c'est le banquier, lui, il a raison. Donc, s'il pense à ça, je n'ai pas besoin de trop réfléchir parce que c'est lui le banquier et c'est lui qui sert ce qui est bien pour moi. Bon, la banque, ne va pas vraiment vouloir ce qui est bien pour moi, à part si la banque se fait son bénéfice à l'intérieur de ça. Ce n'est pas dans l'idée, on ne va pas faire confiance tout le temps à la banque, mais non, si tu n'as pas de ressources, tu es obligé de faire totalement confiance à ta banque et à ton conseiller. Mais si tu avais ce questionnement à côté, tu allais quand même aller t'asseoir pour dire: «Bon, ce taux d'intérêt qu'on me donne là, est-ce que le logement que je vais acheter ou est-ce que ce prêt que je vais acheter, surtout par exemple avec les taux d'intérêt variables, qu'est-ce que ça va représenter? Comment l'économie va évoluer dans des années à venir? Mais si on ne se pose pas cette question, personne ne peut rentrer dans la vie de quelqu'un et poser la question à la place de la personne. La conséquence, on en est où on en est aujourd'hui. On va se retrouver une fois de plus parler des complots. Ça n'existe, ça existe. Je ne doute pas qu'il existe des complots dans pas mal de choses. Mais tout ce que je dis, c'est que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui ne comprend pas mal de choses de tout associer au complot, de ne jamais accepter qu'il y a une part de son manque de connaissances par rapport à cela. Pour moi, pour sensibiliser, il faudrait que les gens acceptent qu'ils vont apprendre des nouvelles choses. Ça veut dire que même s'ils travaillent, ils vont se cultiver sur ce qui est la base. Les maths au niveau basique, je prends un exemple encore une fois de plus, quand les gens arrivent au supermarché, ils vont voir des soldes. Prenons même le bas niveau pour les soldes. Il y a les gens qui ne comprennent même pas vraiment le pourcentage que ça va représenter en termes de soldes qu'ils vont prendre. Ils vont juste acheter avant de s'en rendre compte parfois, ou même s'ils ont juste commandé, ils lui disent: «Waouh, ça m'a coûté aussi cher. J'avais pourtant pensé qu'il y avait des soldes». Pour moi, ce sont des réflexes et des choses qui vont tout simplement déjà faciliter la vie de la personne au plus bas niveau, de tout simplement dire sa petite culture mathématique va l'aider déjà tout simplement à gérer les finances. Je parle vraiment des finances parce que ça concerne tout le monde, à tout simplement essayer même de comprendre ce qui se passe dans ses finances dès le départ. Après, on pourra toujours dire: «Oui, mais est-ce que tous les mathématiciens gèrent bien leurs finances?» Non, parce que ce n'est pas parce qu'on est une fois de plus mathématicien qu'on utilise les mathématiques. Ça, il faut vraiment faire la part des choses. On peut être mathématicien et faire ce discernement que je vois beaucoup de gens parfois autour de moi, même les mathématiciens disent: «Bon, les maths, je résous à l'école,
je laisse à l'école. Quand je retourne à la maison, c'est la vie réelle, je gère la vie réelle. Je pense qu'il faut une ouverture de la part de la personne, mais il faut aussi qu'on continue justement avec ces types de vidéos qu'on fait et de tout simplement prendre des exemples qui illustrent la vie de tout le monde, qui illustrent comment dire, les situations qu'on peut avoir chacun dans sa vie, essayer tout simplement d'expliquer de façon simple. Je vois à travers LinkedIn, je vois les messages que les gens m'envoient chaque jour me disant: «Je me suis dit que je n'allais jamais m'intéresser aux mathématiques, mais grâce à ceci que tu as, par exemple, mis en place, je commence à m'intéresser». Je pense que on est encore très long là-dessus, mais beaucoup de choses vont changer avec le temps. Beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage, ça va arriver avec le temps. Sur l'IA, plus spécifiquement, alors toi, tu fais beaucoup de vulgarisation autour des maths, mais en lien avec l'IA, tu vois, on nous dit que, et puis et c'est vrai, on voit de plus en plus, les technologies d'IA, depuis longtemps d'ailleurs, mais encore plus avec l'IA générative qui arrive dans notre quotidien professionnel, dans nos quotidiens personnels, sans forcément qu'on comprenne tous bien comment ça fonctionne. Tu vois, si tu te dis, l'IA arrive dans nos vies et on n'est pas forcément tous préparés à ça. De ton point de vue, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'apprendre là-dessus, tu vois, pour, avoir cet esprit critique dont tu parlais sur: «Je vais chez mon banquier», être capable de comprendre, est-ce que le taux d'intérêt, il est ajusté ou pas à ma situation? Bah, pareil sur l'IA, tu vois, qu'est-ce qu'on devrait sans devenir un ingénieur en intelligence artificielle, mais, qu'est-ce qu'on devrait ce serait quoi le bagage minimum nécessaire qu'on devrait tous avoir pour être capable au quotidien d'utiliser ces outils-là avec un minimum de compréhension? Alors, je ne dirais pas qu'au quotidien, beaucoup de gens ont besoin de comprendre les outils même. Hem, les comment dire? Les outils de base de l'IA. Mais par contre, ce que je pense qu'avoir un minimum de connaissances sur comment les IA sont mises en place, ça va aider des gens à prendre des bonnes décisions sur leur futur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la panique aujourd'hui. On peut déjà voir d'ailleurs beaucoup de personnes qui vont faire beaucoup de grèves par rapport au type d'IA qu'on ne doit pas mettre, comment on doit réguler l'IA et tout le reste. Je me souviens encore de cette décision. Il y a une période là où les États-Unis ont pris la décision de ne plus faire avancer l'IA parce que ça va énormément. J'avais l'habitude de rigoler en disant on ne peut pas empêcher l'évolution. On s'adapte à l'évolution. On met des restrictions, certes, mais je dis, une fois qu'une création est lancée, il n'y a aucun moyen. Ça veut dire que même si l'État décide de mettre quelles règles qu'il veut, on ne pourra pas empêcher à chaque chercheur ou à chaque développeur depuis chez lui de créer ce qu'il a envie de créer. Maintenant, ce que je dirais, la connaissance du fonctionnement ou de la création ou de l'invention, même je dirais comme ça, bon, c'est pas vraiment au niveau de l'invention. Pour chaque personne, ça va éviter la panique ou ça va aider chaque personne à se préparer au futur. On n'a pas besoin de se mentir. Il y a les gens qui savent que d'ici là, ils vont avoir vraiment du mal dans leur domaine. Il y a les gens qui savent qu'on va retirer pas mal de postes. On regarde déjà ce qu'on a eu en Chine, par exemple. On va remplacer pas mal de boulot. Ça, ce n'est pas nouveau. La question, c'est est-ce que je reste dans la panique de dire oh, je vais perdre mon boulot, oh, de toutes les façons, c'est à cause des IA. Est-ce que je me concentre sur le fait que je vais perdre mon boulot ou je me dis, OK, je sais que c'est là. Ma question est la suivante. Comment je dois, dans mon domaine aujourd'hui, essayer de voir juste des petits outils d'IA ou des petits outils qui peuvent se mettre en place, qui peuvent tout simplement, comment dire, challenger avec les IA qui se mettent en place pour que je ne me retrouve pas en difficulté dans le futur. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oh, moi, je vais devenir ceci. Bah oui, personnellement, je l'ai toujours dit et même les amis savent autour de moi, je ne suis pas quelqu'un qui adore, par exemple, coder. Mais je ne à la position où on a aujourd'hui, par exemple, où le temps qu'on prenait, l'erreur qu'on avait dans son code, d'aller demander sur Google, essayer d'aller dans tous les forums de discussion pour voir si quelqu'un avait eu l'erreur il y a 10 ans passés. Avec, ChatGPT, par exemple, tu résous directement le problème. Tu as la solution directement dans le truc. Alors pour les gens qui avaient des soucis pour coder, je prends vraiment le cas de coder, on va avoir très peu besoin de quelqu'un qui va venir nous aider à faire notre code, par exemple. Et alors, au lieu de rester dans la position, moi, je sais coder parce que je peux coller dans ChatGPT, ça me donne un code. Tu sais plus coder parce que tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour coder. Tu n'as pas la compétence du code. Tu as l'IA qui t'aide à coder. La question, c'est si ton travail ne se limite qu'au code. Je pense vraiment qu'on va te garder avec le temps
Alors, c'est à toi de te dire, maintenant, en plus de coder, en plus de faire le code, qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que je serai en fait dans la position où on va toujours avoir besoin de moi demain? Je pense que la culture pour chaque personne ne va pas seulement être dans l'idée de dire, oh, parce que c'est important de se cultiver. Non, c'est même le mécanisme de suivi que chacun doit développer de son côté pour ne pas se retrouver face à une situation demain où il se dit, je perds mon travail et je n'ai plus rien en fait. Je n'ai plus rien parce que j'ai refusé d'accepter qu'il y avait l'évolution. J'ai refusé de dire le train a été en marche en disant je n'utilise pas, je ne veux pas savoir ce qui se passe, je reste dans mon monde. Et au moment où tout s'arrête, je commence à voir la méchanceté des IA. Oui, on pourra le dire, mais je dis une fois de plus, on a plusieurs domaines qui sont en train de s'exister. S'informer sur l'IA, ce n'est pas forcément être la personne qui va développer l'IA. Il y a l'éthique de l'IA qui se met en place, il y a les sciences sociales, il y a tout ce qu'on fait. Parce que le développement, qu'on parle tout simplement de l'IA, on va avoir les outils mathématiques, mais pour améliorer vraiment ces IA, on doit communiquer avec les gens qui se retrouvent dans les sciences sociales, dans la philosophie, dans pas mal de choses pour améliorer ce qui existe. La question, tout simplement, comme je dis, toi, tu es dans quelle position? Tu penses vraiment que si on arrivait à remplacer telle chose, est-ce que tu penses que tu peux apporter quelque chose? Ce n'est pas forcément les équations, mais qu'est-ce que tu peux apporter dans cette évolution-là? Pour moi, c'est la question qu'on doit se poser au quotidien aujourd'hui pour éviter d'aller droit dans le mur, en fait. Par rapport à ça, tu vois, tu parlais de prendre des décisions. J'ai un souvenir je crois que c'était l'ancien patron de la Société Générale qui avait décidé de prendre des cours je crois que c'était Python à l'époque, parce que je crois qu'il en avait marre de rien comprendre quand il y avait des réunions. Et donc, il prenait des cours alors il était patron d'une banque, donc il n'allait pas forcément utiliser ça au quotidien, mais justement, pour essayer de mieux comprendre, en fait, les projets informatiques, ces choses-là, il s'était dit, tiens, moi, j'ai envie de comprendre le code informatique, je vais me former, je vais apprendre. Et en fait, ça va peut-être m'aider à prendre des meilleures décisions. Et donc, la question que je te pose, c'est de ton point de vue, tu vois, si tu acquiers une meilleure compréhension des maths, du fonctionnement de l'IA, comment ça va potentiellement impacter ta prise de décision en tant que citoyen ou en tant que décideur justement autour des usages de l'intelligence artificielle? Je pense qu'il y a énormément de points à voir. Je vais prendre le côté, beaucoup d'IA ou beaucoup de plateformes, par exemple, ou tout ce qu'on peut dire, même les chatbots, beaucoup de choses fonctionnent avec les données. Et les données, c'est pour rendre, chaque, expérience de l'utilisateur, on est vraiment au niveau de la personne, de l'utilisateur vraiment assez facile. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas les données, on ne va pas être capable de mettre ces choses-là aussi facilement. De l'autre côté, avec parfois pas mal d'outils, tu simules juste des situations et tu arrives à comprendre que telle situation peut être possible ou pas. Donc, en tant que personne, je ne dirais pas qu'on pense tout le temps à simuler des situations pour voir ce qui va se passer, hein. Mais en tant que personne, ça peut être moins coûteux d'utiliser des outils mathématiques pour juste simuler une situation avant de commencer à dire qu'on va, par exemple, faire la collecte des données. Et si on est en train d'évoluer, par exemple, on voit beaucoup de jeunes personnes, beaucoup d'auto-entrepreneurs aujourd'hui, ou beaucoup d'entrepreneurs, ou beaucoup de jeunes qui mettent leur entreprise sur pied. Le fait tout simplement d'avoir ce genre de connaissances vous aide à simuler des situations, à essayer de comprendre si les décisions, par exemple, que vous allez prendre dans votre entreprise, ça fait sens ou pas, même avant d'avoir tous les moyens suffisants pour collecter les données qui sont associées à l'étude que vous avez envie de faire. Maintenant, si on va un peu plus loin, le fait tout simplement d'être informé, ça vous aide aussi à éviter d'être le cas de directeur, par exemple, le patron des sociétés générales, c'est le fait que j'ai un ami d'ailleurs qui a eu la même situation parce que son comptable expliquait quelque chose et il disait: «Bah, de toutes les façons, je pense pas que vous allez vraiment comprendre au fond». Et il m'a dit: «Mais tu imagines mon argent?» et il estime que je ne vais pas comprendre le fond. Mais en plus, et s'il dit des choses qui ne sont pas vraies, comment je vais savoir? Il est retourné à l'école tout simplement pour comprendre la fiscalité, pas parce qu'il allait renvoyer les gens qui faisaient ça dans son entreprise, non, mais parce qu'il estime qu'il avait besoin d'une connaissance à la surface même pour comprendre si les décisions ou même si les réponses qu'on donne, ils ont un sens. Donc, revenons, la connaissance de chaque personne, ça veut dire que je connais par exemple le comportement de la loi normale,
si je demande à ChatGPT de me faire une simulation de la loi normale et qu'il me donne quelque chose qui ne ressemble pas à la loi normale, je sais tout de suite que ce n'est pas la loi normale. La question, c'est si je ne connais pas c'est quoi la loi normale, à quel moment je vais savoir qu'il m'a donné quelque chose qui est faux? Parce que je ne connais pas. Il y a eu beaucoup de personnes que j'ai formées, mais il y a 2 personnes en particulier qui m'avaient il y avait un ingénieur qui travaillait déjà depuis 7 ans et il m'a dit: «Bon, je pense que je suis arrivée à un moment de ma vie où ça me fatigue de continuer de faire le code Python. Depuis 7 ans que je travaille en tant qu'ingénieur, je fais le code, je fais le code. Mais là, je ne comprends même pas comment un package a été mis en place. Alors, je veux retourner». Il est retourné en faculté faire l'algèbre linéaire parce que lui, il a dit: «Quand j'ai commencé à lire les articles qui développaient chaque package et tout, je voyais que tout c'était vraiment des maths». Je veux dire, si on prend juste des packages, par exemple, de l'analyse de sensibilité qui utilise les Sobol et tout le reste qui utilise les Monte-Carlo et pas mal de choses qui existent, on voit tout de suite qu'on est obligé de comprendre ce qui est mathématiquement derrière pour être capable de développer un package, par exemple. Lui, en tant qu'ingénieur, il gagnait déjà bien sa vie. Il aurait pu dire: «OK, je suis ingénieur, c'est bon». Il a dit: «J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'apporter quelque chose et moi, ça me fatigue». Donc il est revenu prendre les cours d'algèbre, il est retourné en fac pour faire une licence en algèbre dans le but de développer lui-même ses propres packages. Le deuxième exemple, par contre, c'est il n'avait pas envie d'aller en fac, mais il m'a dit: «Mon boss me fait confiance, mais moi-même, je ne me fais pas confiance aux résultats que je donne à mon boss. Je code, j'utilise ChatGPT pour coder, mais si je te dis qu'il y a des moments que je ne comprends pas du tout si ce code est vrai ou pas et comment je vais savoir que c'est vrai?» Alors, c'est comme je prends l'exemple pratique, quand quelqu'un ne connaît pas ce que la multiplication d'une matrice produit, c'est très facile d'aller dans ChatGPT faire la multiplication élément par élément au lieu de faire la multiplication d'une pardon, dans un code de Python, de faire la multiplication élément par élément au lieu de faire la multiplication d'une matrice. Et alors, ces connaissances, tout simplement, c'est ce qui aide déjà la personne au niveau individuel à avoir confiance au moins au minimum sur le fait que ce que l'IA me produit, est-ce que c'est vrai? Je dois être capable de questionner la réponse que chaque IA me donne. Et si je ne suis pas capable de questionner, je doute en permanence parce que lors d'une présentation, on peut me demander: «Où est-ce que tu as trouvé ça?» Ou même: «Est-ce que ce que tu dis est vrai?» Tu doutes parce que tu ne connais pas déjà à la base ce que tu écris, même s'il y a des données, tu ne connais pas et tu n'es pas capable d'expliquer la formule. Je pense que la connaissance va aider parce que de plus en plus, les gens perdent confiance parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils montrent. Et alors, si tu perds confiance, ça veut dire que tu ne connais pas ce que tu dis. Tu as certes l'IA qui t'aide à produire ou à faire tout ce que tu veux ou à compléter ton travail. Par exemple, quand tu reviens du boulot, tu as l'IA qui t'aide à résoudre, mais tu ne vas pas être capable d'expliquer clairement ce que tu mets en place. Donc, pour moi, la connaissance de l'IA va tout simplement, la connaissance, pardon, des outils mathématiques, ça va tout simplement aider déjà à savoir si ce qu'on génère avec un outil, par exemple, d'IA a un sens. On va être beaucoup plus confiant dans notre façon de travailler et on pourra anticiper même sur les choses qu'on va apprendre si on est, par exemple, jeune entrepreneur ou tout simplement anticiper même et proposer des solutions beaucoup plus intéressantes à notre entreprise en disant, choisissant de faire ça, par exemple, mathématiquement, même avant de collecter les données ou des choses dans ce sens-là. J'ai une question parce que j'ai vu, enfin dans l'actualité là très récente que en Chine, ils avaient, décidé de rendre obligatoire, alors j'ai pas le contenu, mais sur, des cours autour de l'intelligence artificielle à partir de 6 ans, je crois. Alors je sais pas exactement ce qu'ils mettent dedans, mais, enfin en tout cas voilà, c'est une approche, intéressante. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait, adopter, tu vois, en Europe, au Canada, aux États-Unis, de se dire, il y a des cours de maths en primaire, forcément, ça reste relativement, modeste, mais on pose les fondamentaux mathématiques. Est-ce que tu penses qu'on devrait ajouter, quelque chose autour de l'IA, de l'utilisation des LLM ou à l'inverse, se dire: «Non, en fait, posons les fondamentaux et ils auront bien le temps de s'intéresser à ces outils-là plus tard». Non, non, je pense qu'on doit mettre le plus tôt possible. Je suis dans la position où je pense que fait semblant que les enfants n'utilisent pas les IA génératives, pourtant lorsqu'on donne un devoir aujourd'hui, ils l'utilisent. C'est complètement se voiler la face en fait. On sait qu'ils utilisent. Le problème n'est pas qu'ils utilisent. Le problème de geste de l'école, c'est l'évaluation ne doit plus être l'évaluation. C'est-à-dire aujourd'hui, personnellement, je pense que les écoles, au niveau de l'évaluation, par exemple, du niveau de français, par exemple, d'un enfant, ou le niveau d'expression d'un enfant, on ne doit plus se concentrer essentiellement sur le texte. On lui demande d'écrire, par exemple, un texte à un enfant, il écrit pas mal, viens quand même nous présenter.
On te demande de faire la présentation. Est-ce que tu peux maintenant nous parler du texte? Je pense qu'on doit introduire cet apprentissage très, très tôt. Ça facilite la vie, hein. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit oublier et tout le reste. Et ce n'est pas parce que ça facilite la vie ou ce n'est pas parce que les gens sont nés, il y avait déjà les voitures qui existent, que les gens ont arrêté d'imaginer qu'ils pouvaient améliorer les modèles de voitures existants. Ce n'est pas parce que les gens sont nés, il y avait déjà des maisons, que les gens ont arrêté de créer des designs les plus intéressants et tout le reste. Le fait d'introduire l'IA générative aux enfants, les gens disent: «Oh, ça va réduire la façon d'apprendre». Je suis d'accord. Lorsqu'on a mis la calculatrice, les gens ont perdu la faculté peut-être de faire la table de multiplication, mais est-ce qu'ils n'ont pas développé d'autres choses? Pour moi, c'est tout simplement de dire: c'est un accompagnement. Ça facilite la vie, oui, mais je suis certain que lorsqu'on facilite la vie sur une partie, il y a des choses qu'on développe en même temps. Est-ce que depuis que les gens utilisent la calculatrice, est-ce que ça a empêché les gens d'arriver au niveau où on crée d'autres outils, par exemple, qu'on utilise pour faire les calculs? Non. Est-ce que ça a empêché, par exemple, d'améliorer ou de rendre les téléphones beaucoup plus performants et de créer tout ce qu'on a aujourd'hui? Non. J'aime bien dire ça, prendre cet exemple parce que c'est encore une preuve. Si on regarde, les gens aiment bien comparer et j'aime bien le cas des mathématiques en disant, bon, à l'époque, les gens étaient beaucoup plus intéressants, beaucoup plus intelligents en mathématiques par rapport à aujourd'hui. Oui, je suis totalement d'accord. Si on se concentre sur le fait que la personne avait la répartition de son temps d'apprentissage seulement aux mathématiques, aujourd'hui, un jeune va être capable, à 6 ans, 10 ans, on va voir un enfant qui est capable de monter un jeu, par exemple, avec des from crash ou partie même parfois des choses aussi simples. On va voir un enfant de 10 ans qui est capable d'installer, de désinstaller des applications, de pouvoir contourner parfois le contrôle parental, je parle en connaissance de cause, de pouvoir contourner le contrôle parental en allant dans plusieurs choses que même toi, le parent, où on va trouver quelqu'un, par exemple, qui a 60 ans, qui n'est pas du tout capable de faire ça. Oui, certes, la personne a des connaissances peut-être du côté mathématique, parce que la personne n'avait que ça à apprendre. Mais aujourd'hui, un enfant a plus de choses à apprendre. Donc pour moi, c'est le fait d'accepter déjà, on a l'évolution, de pouvoir repartir les apprentissages qu'on a. Mais est-ce que ça va réduire, par exemple, le nombre de personnes qui s'intéresseront à la théorie? Oui, ça va développer d'autres connaissances. Mais est-ce que ça va empêcher qu'on développe la théorie ou qu'on avance? Je ne pense pas. Au contraire, je trouve que ça facilitera la vie, par exemple, pour apprendre peut-être assez rapidement. Je pense aux gens qui n'ont pas l'argent pour se payer les cours particuliers. ChatGPT, par exemple, peut aider ces gens-là. Bon, bien toujours avec encore l'arrêt sur on a des choses qu'on doit comprendre, mais il y a beaucoup de choses encore qu'on peut utiliser, par exemple, ces outils. Donc, pour moi, je pense qu'on doit installer, on doit. D'ailleurs, je parlais avec un de mes élèves qui est en France, je pense qu'il est en terminale et ils ont déjà les cours sur l'IA générative. Et donc, je trouve que c'est bien de discuter de ça avec les enfants, en fait. On arrive sur la fin de l'échange. J'ai une dernière question pour toi. S'il y avait une seule chose de ton point de vue à transmettre en termes de compréhension des mathématiques ou de l'IA à des non-spécialistes, justement pour sortir un petit peu de cette fascination autour de l'IA, de ce côté c'est magique, et pour comprendre ce que c'est, tu vois, ça serait quoi la chose qui te semble la plus importante à comprendre? J'aimerais toujours rappeler ça, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. J'aime bien ça parce que cette phrase, pour moi, rappelle toujours qu'il faut revenir à la réalité du fait qu'on est dans un développement. On est dans le développement des choses et ce développement des choses, ça signifie que même si toi tu utilises, les gens l'ont développé. Je prends souvent l'exemple du téléphone. Quand je dis à quelqu'un, est-ce que chaque jour quand tu utilises ton téléphone, tu te poses la question sur comment ça a été fabriqué? Si quelqu'un me dit non, je comprends de la même façon que la personne ne peut pas se poser la question sur la fabrication ou les développements des outils d'IA. Je comprends que la personne conduit la voiture ou vit dans la maison sans jamais se poser la question, est-ce qu'on avait besoin d'un angle droit? Est-ce qu'on avait besoin du théorème de Pythagore pour avoir une architecture aussi belle? Je pense que on aura toujours une très petite partie de personnes qui vont se poser la question sur pourquoi ça, comment on a fait ça et comment. Mon seul conseil, ça va être que si vous ne vous questionnez pas, vous ne pouvez pas apprendre. L'apprentissage vient des questions. Si d'ailleurs on retrouve pas mal de mes posts, vous allez toujours voir à chaque moment, je dis pourquoi on fait les algorithmes? Pardon, pourquoi on fait le logarithme? Pourquoi on fait la dérivée? Pourquoi on fait la limite? Parce que je sais que ce sont des questions que les gens se posent. Bien que ce soit des questions, par exemple, on a déjà des réponses. Si vous ne vous posez pas des questions,
vous ne pouvez pas vous informer. Dans un monde où tout va tellement vite aujourd'hui en termes de quantité d'informations, on va parler des IA, mais on va parler des réseaux sociaux. Sur LinkedIn, par exemple, il y a 2 ans en arrière, on ne pouvait pas voir autant d'informations passer en une journée. Chaque personne partage son parcours, chaque personne partage ses informations. On a tellement d'informations qui arrivent. Et si on n'est pas dans la posture de questionnement, on pourra être submergé des informations sans vraiment recueillir les informations nécessaires pour notre évolution. Et donc, pour moi, mon seul conseil, le questionnement. Parce que, bon, c'est peut-être parce que je fais la recherche et je me questionne chaque jour. Mais bon, mon conseil, c'est le questionnement. Merci beaucoup, Clotilde, d'avoir répondu à mes questions. J'espère Ouais, à bientôt. bah, avec plaisir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.